Les auteurs de stationnement anarchique passibles désormais de mesures disciplinaires, une information donnée ce matin au cours du lancement de la campagne de lutte contre le stationnement anarchique des véhicules. 6 mois durant, cette campagne sensibilisera sur les dangers de la pratique. Femme émancipée égale femme engagée, dixit le colonel Nana Timogo Traoré. Elle est désormais directrice du génie militaire, une première dans les annales de notre armée nationale à la veille du 50e anniversaire de la panafricaine de la femme. Notre portraitiste, Souri Ibrahim Keïta, est allée à sa rencontre. Pratiqué essentiellement pour des raisons religieuses, le jeûne peut être également conseillé pour des raisons de santé. Quelles sont les personnes aptes à jeûner? Dans quelles conditions? Les réponses avec les spécialistes dans votre magazine de la santé. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. C'est dans des propos clairs et directs avec des propositions de sortie de crise que le président de la République par intérim s'est adressé hier à la nation. Il y a un temps pour tout. L'heure est à la mobilisation pour sauver le Mali, a dit le président Dioncounda Traoré. Son discours a été révisité ce soir par Abbas Fambouguri Traoré. C'est une première, cette adresse du président de la République Dioncounda Traoré à la nation. Il a parlé à la nation avec force conviction, mais surtout dans un langage en toute vérité. Nous nous devons d'éviter les débats qui nous mettent en deçà de l'histoire et qui portent à terme un lourd préjudice à ce pays que nous avons en partage. Ce que nos centaines de milliers de déplacés et de réfugiés nous commandent aujourd'hui, c'est d'être unis et solidaires devant l'adversité. C'est de créer autour de notre armée un climat de confiance et une union sacrée pour arriver à la réconcilier avec elle-même, à la reconstruire, à l'équiper, à la mettre dans toutes les conditions pour qu'elle puisse mener à bien sa mission de libération des territoires occupés. Les convulsions récentes, a-t-il dit, du fait des enfants égarés ou en mal d'amour patriotique, ne doivent pas creuser le lit à un pessimisme national. De tout temps, a renforcé le président Traoré, notre pays a contribué à la civilisation de l'universel et à la consolidation de la démocratie. Il invite alors à rester ouvert à la solidarité des autres quand, chez nous, la situation l'exige. À cet égard, la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies et nos partenaires bilatéraux et multilatéraux ne sauraient être nos ennemis. Ce sont au contraire des mains amies qui nous sont tendues, soucieuses de nos problèmes internes, certes, mais aussi des menaces qu'en ce moment le Mali, jadis porteur de paix, représente pour la sécurité de la sous-région, de l'Afrique et du monde. Selon le président Traoré, les épreuves contemporaines ne sont pas insurmontables, mais surtout des leçons à assimiler sans parcimonie. Leur reste à éviter atermoiements et erreurs. Pour lui, il faut être acquis à une alliance nationale. Il est impérieux qu'en tant qu'acteurs nationaux, en tant que patriotes, en tant que démocrates, nous dégagions ensemble, je dis bien ensemble, la voie à suivre pour libérer notre pays de tous ces envahisseurs qui sèment dans leur sillage désolation, déchéance et douleur. C'est pourquoi nous devons tous être acquis à l'alliance la plus large possible et la plus forte possible pour s'attaquer aux défis actuels de notre pays. Aux défis actuels du Mali, le président Dioncounda Traoré propose des voies de sortie de crise. Ces mesures, si elles sont acceptées, peuvent être améliorées, affinées, estime-t-il. C'est pourquoi, pour la sécurisation des institutions de la République, il réitère sa confiance aux forces armées de sécurité du Mali. S'agissant des organes de transition, le professeur président entend, dans l'esprit de l'article 6 de l'accord cadre, compléter l'architecture institutionnelle de notre pays en l'adaptant aux réalités sociopolitiques et sécuritaires. Ces créations seront un haut conseil d'État composé du président de la République et de 2 vice-présidents nommés. Ils assisteront le président dans ses missions
pour la transition. Un gouvernement d'union nationale, à ce sujet, les consultations seront à la discrétion du président de la République. Un conseil national de transition CNT, sous la responsabilité du vice-président issu des forces vives, alors que son homologue, désigné par les forces de défense et de sécurité, lui s'occupera des questions militaires tout en dirigeant le comité militaire de suivi de la réforme de la défense et de la sécurité. En outre, le président de la République a souhaité la création d'une commission nationale aux négociations, CNN. Cette entité, au dire du président Dioncounda Traoré, aura en charge les négociations pour la paix avec les mouvements armés du nord du Mali en relation avec le médiateur de la CEDEAO. En fait, il s'agit par ces propositions de trouver des solutions politiques à notre crise en faisant de notre pays la seule priorité, en se focalisant sur l'intégrité territoriale et la démocratie. Pour le professeur Dioncounda Traoré, il y a un temps pour tout et c'est le temps de sauver notre pays du chaos, le temps de l'oubli de soi et du don de soi, le temps de la mobilisation pour le Mali. L'heure est grave et le temps nous est compté, a-t-il averti. Voilà donc le discours à la nation du président Dioncounda, révisé ici par Abbas Fambouguri Traoré. Je vous l'annonçais dans les titres, 6 mois pour sensibiliser contre le stationnement anarchique des véhicules. La campagne nationale a été lancée ce matin à Faladier. Cette initiative de l'Agence nationale de la sécurité routière concerne les chauffeurs et autres transporteurs routiers. Elle a pour but de diminuer les causes des accidents à travers le district de Bamako et sur les routes interurbaines. Le compte-rendu de Mahamadou Doumbia. À travers le district de Bamako et sur les tronçons interurbains, les véhicules mal garés sont de vrais dangers pour les usagers de la route. Les bilans funestes dépassent des centaines de morts et de blessés chaque année. Autre cause connue, les problèmes techniques, le mauvais stationnement, l'implantation anarchique des garages de réparation automobile, des trottoirs encombrés et l'obstruction de la visibilité. Le lancement de la campagne de lutte contre le stationnement anarchique des véhicules peut être une des solutions alternatives à ces pratiques nuisibles à la circulation. Cette situation est de nature à favoriser les accidents de circulation dans la mesure où les usagers sont obligés d'empiéter sur l'espace qui ne leur est pas réservé. À défaut de statistiques fiables, le stationnement anarchique est pour beaucoup dans les accidents sur les routes interurbaines, notamment l'axe Bamako-Ségou-Sévaré, l'axe Bamako-Sikasso et l'axe Bamako-Kaï. Aujourd'hui, cette campagne est une obligation pour ramener les conducteurs à la raison et à être plus prudents. On va faire une très grande campagne de sensibilisation pour tous les chauffeurs pour sauvegarder le goudron. Parce que si un véhicule est en panne, ça déclare un très grand danger pour tout un chacun des usagers de la route. Il faut que les chauffeurs prennent connaissance dès maintenant de sauvegarder la vie d'eux-mêmes et la vie des autres usagers. Au-delà de la sensibilisation, des mesures disciplinaires seront prises contre les infractions. L'article 101 du décret numéro 99-134 PRM du 26 mai 1999, fixant les conditions de l'usage des voies ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules, prévoit la mise en fourrière des véhicules en état de stationnement interdit. De même, l'article 10 de la loi numéro 04 ANRM du 2 mars 1999, régissant la circulation routière au Mali, punit de peine de prison allant de 11 jours à 6 mois et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs ou de l'une des deux peines précitées, les auteurs de stationnement anarchique. Pour lier l'acte à la parole, les démonstrations pratiques ont été faites pour informer et sensibiliser l'opinion publique sur les méthodes et les conditions d'un bon stationnement, à savoir mettre en marche les feux de détresse, porter le gilet fluorescent, mettre en place le triangle, ne pas laisser couler sur le goudron du gasoil ou de l'huile moteur. Et nous prenons à présent les routes qui mènent à la solidarité en ce mois de Ramadan, mois qui sera marqué par la distribution de plus de 700 tonnes de vivres aux populations déplacées dans toutes les régions du pays. Dans le lot des bénéficiaires, les déplacés vivant dans les 6 communes du district de Bamako, ils sont plus de 20 000. L'opération s'appelle Spécial Ramadan pour les régions du Mali. Elle a été lancée ce matin par le ministre de l'Action humanitaire. Le compte rendu de Alpha Maïga.
Plus de 270 millions de francs CFA, c'est le montant investi dans plus de 700 tonnes de vivres composés de riz, de sucre. À cela s'ajoutent 2000 moustiquaires imprégnés. Le don est destiné aux populations victimes de la crise qui sévit dans le nord du Mali. L'opération dite Opération spéciale Ramadan est ainsi lancée. C'est une initiative du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. À travers ce geste de solidarité, on montrait encore une fois de plus, s'il en était besoin, que le Mali reste et restera un pays de solidarité, un pays d'hospitalité et un pays aussi où nous avons pitié les uns des autres. Ce qui est important dans les moments que nous vivons aujourd'hui. Outre les populations des régions du Nord dont le convoi humanitaire a quitté ce lundi Douanza, plus de 20 000 personnes déplacées à Bamako sont concernées par l'opération. Ceux qui ont en charge la distribution des dons ont pris au cours de la cérémonie un engagement en ce qui concerne la destination finale des dons. Nous sommes dans cette sollicitude permanente. Donc je voudrais rassurer le ministre que quotidiennement, en tout cas, nous sommes engagés à appuyer nos populations. Aujourd'hui, c'est le département qui nous donne un appui pour ces populations. Il va de soi que nous devons tout simplement gérer bien ce don. Dans toutes les capitales régionales excepté Kidal, Gao, Tombouctou, on a procédé à une cérémonie similaire. Une cérémonie de lancement qui a été présidée par les gouverneurs de région. Les cercles de Caille et Yélémané ont été la dernière étape de la tournée du collectif des associations de développement des cercles du Sahel occidental. Dans les différentes localités, les échanges ont porté sur la création de brigades de vigilance, de renforcement des capacités des forces de sécurité aux frontières et la mise en place de cellules de contrôle. Le collectif des associations de développement des cercles du Sahel occidental qui prévoit également l'élaboration d'un rapport final qu'il remettra aux autorités compétentes. Fademba Keita est notre envoyé spécial. C'est après 9h30 de trajet sur une route qui est aujourd'hui un casse-tête pour beaucoup d'automobilistes que les représentants des 6 cercles du Sahel occidental et du sud de Bamako ont été reçus par les populations des cercles de Caille et de Yélimane. À travers cette tournée, les initiateurs veulent recueillir les propositions des populations afin de prévenir les effets collatéraux de la crise sociopolitique et sécuritaire de notre pays. Tous ces cercles frontaliers ont réclamé un renforcement des services de sécurité, un mobilier et pourquoi pas des ressources humaines en renfort, une formation de la jeunesse pour aider à cela. À Caille, tout comme à Yélimane, les autorités locales et les représentants de la société civile ont tous déploré la situation qui prévaut. Pour relever ce défi, ces derniers estiment que chacun doit jouer sa partition. Nos préoccupations, c'est d'abord une délimitation de la frontière, qu'on soit sûr et certain que c'est là, ça arrête le Mali et là commence la Mauritanie, et que les jeunes soient formés en autobrigade de vigilance pour pouvoir se défendre. Une politique de suivi et la gestion des frontières soit entreprise par le gouvernement malien pour que nous puissions être en paix. Si tout le monde avait le souci de ce collectif, si tous les Maliens avaient ce souci, être ensemble, se retrouver pour vraiment essayer de sortir le Mali de cette ornière, je pense que vraiment aujourd'hui nous allons faire un grand pas. Après cette tournée, un rapport de synthèse contenant les propositions et recommandations des populations des cercles de Nyono, Nara, Djema, Nyoro du Sahel, Caille, Yélimane et du sud de Bamako sera élaboré et soumis au gouvernement de la République du Mali. Ce rapport s'inscrit dans le cadre de la recherche de solutions à la crise que traverse notre pays. Partout où ils sont passés, les présidents des associations des différents cercles ont rendu visite aux notabilités et aux déplacés. Le Mali, à l'instar de la communauté africaine, célèbre demain 31 juillet la journée panafricaine des femmes, édition 2012. À cette occasion, le réseau de développement et de communication des femmes africaines, Femnet Mali, partage avec les femmes le contenu et les objectifs de son plan d'action décennal 2010-2020 de la femme africaine. Il s'agit également, au cours de cet exercice, d'amener les différentes parties prenantes à unir leurs forces pour profiter davantage des opportunités qu'offre ce réseau international. Ramata Konaté était de la rencontre.
En prélude de la célébration de la journée panafricaine de la femme édition 2012, le réseau Femnet Mali a choisi de partager avec ses membres et partenaires stratégiques le contenu de la décennie 2010-2020 de la femme africaine. En choisissant ce thème, nous avons cette ambition de partager non seulement les informations sur les programmes nationaux et régionaux, mais aussi de fédérer nos forces et nos capacités de plaidoyer pour profiter des opportunités que nous offre cette décennie 2010-2020. Ce plan pour la promotion de la femme met l'accent sur 10 domaines prioritaires de développement. Il s'agit entre autres des thèmes lutte contre la pauvreté, promotion de l'esprit d'entreprise chez la femme, santé et mortalité maternelle et VIH-Sida, environnement et changement climatique, paix et sécurité et violence contre les femmes. Décrétée par l'Union africaine, la décennie ambitionne d'accélérer la mise en œuvre des engagements pris par les pays membres pour l'épanouissement de ce groupe cible. 2 ans après le lancement de ce plan, les initiateurs rappellent l'inexistence du Comité national de la décennie 2010-2020 au Mali. C'est pourquoi le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant compte sur l'implication des participantes dans ce combat. Normalement, restitution doit être faite à vos structures. Et généralement, ça manque. Je compte sur vous pour cette restitution. C'est seulement quand on se donne la main qu'on pourra résoudre les problèmes des femmes maliennes. La décennie 2010-2020 de la femme africaine prône pour l'amélioration du statut des femmes et de leurs conditions d'existence. Et vu la situation que traverse notre pays, les femmes du bureau régional de l'Organisation panafricaine des femmes OPF ont choisi comme thème national paix et sécurité, un défi pour les femmes du Mali. Il est prévu un dépistage du diabète, une remise de matériel aux femmes déplacées du nord du Mali, entre autres activités. À cette occasion, écoutons un extrait du message de la secrétaire régionale par intérim de l'OPF, Mme Diallo Sakili Bakama. Elle est au micro de Fatoumata Kone. Le thème régional, c'est 50 ans après la création de l'OPF. Quelles sont nos attentes? C'est-à-dire, quelles sont les attentes des différents pays membres? Et nous avons souhaité que chaque pays, à son niveau, réfléchisse sur la réalité que les femmes vivent pour recueillir les attentes et donner de nouvelles orientations à l'OPF qui va célébrer son 50e le 30 octobre en Tanzanie, là où l'organisation a été créée. Et le Mali a bien tenu compte de ce thème, mais compte tenu de la situation, du défi de paix que le Mali doit relever cette année, le Mali a choisi 50e de l'OPF, paix et sécurité. Quels sont les défis à relever par les femmes maliennes? Donc c'est sous ce thème au niveau national que la panafricaine sera célébrée cette année. La panafricaine célèbre donc cette année avec comme thème national paix et sécurité, un défi pour les femmes du Mali. Heureuse coïncidence au niveau national, justement, la Grande Muette confie à une femme une première dans l'histoire de l'armée nationale, les reines du génie militaire. À la veille de la commémoration de la journée, nous faisons un clin d'œil au colonel Nana Temogok Traoré. C'est un reportage de notre portraitiste maison, Souri Ibrahim Kita. Le poète honoré de Balzac le martèle, la destinée de la femme et sa seule gloire sont de faire battre le cœur des hommes. La panafricaine de la femme recuse sans doute cette image, mais le démenti cinglant vient de l'armée malienne qui désigne une femme à la direction du génie militaire, une première dans l'histoire du pays. Ici, peu importe qu'on construise ou détruise, il faut servir. Nous nous construisons, parfois nous détruisons, et c'est toujours pour servir. Servir au génie, c'est avoir un service et une arme. Autrement dit, le nouveau directeur n'est pas moins un chef d'état-major. Le génie a pour mission essentiellement de procéder à la mobilité et à la contre-mobilité des unités engagées au combat, c'est-à-dire de faciliter l'avancée des forces armées en offensive et de retarder la progression des forces ennemies.
En temps de paix, nous participons au développement socio-économique du pays, par des travaux d'aménagement agricole, par des travaux de construction de ponts, par des travaux de construction de routes. Nous pouvons être sollicités par le gouvernement, nous pouvons être sollicités par des collectivités, nous pouvons être sollicités par des particuliers également. J'ai un défi énorme. Ça, je le sais. Le fait même qu'on ait confiance à moi, à mes nommés à ces postes, et je dois montrer que je suis à la hauteur. Je dois prouver que les autorités ont eu raison de me choisir. Que d'eau a coulé de son intégration dans l'armée en 1985 à 28 ans à ce 12 juillet 2012, jour de passation de commandement entre son prédécesseur et elle. J'ai fait des études d'ingénieur à l'INI de Blanco. Ensuite, j'ai fait le concours d'entrée à la fonction publique. Je suis passé par le service national des jeunes. À l'issue de la formation, j'ai intégré l'armée. Et étant ingénieur de construction civile, j'ai été affecté au génie militaire. Après un temps ici au service national, j'ai fait une application en France, à Bourges, précisément dans le centre de la France. Et à mon retour, j'ai été affecté un peu à l'armée de terre parce que j'ai appliqué sur le matériel. J'étais au bureau chargé du matériel de l'armée de terre. Ensuite, ça a coïncidé après avec la création de la direction du génie. Alors le génie a fait appel à tous ses spécialistes. J'ai répondu présent à l'appel. Je suis revenu au génie, à la direction du génie. Et depuis 1992, je suis à la direction du génie. Quand nous nous présentons, on ne dit pas une telle, c'est un tel. C'est monsieur le directeur, mais madame le directeur ici. Homme, femme dans l'armée, c'est pareil. C'est pareil. Même, je peux vous dire, les volontaires du génie qui sont sortis pour monter au nord, il y a des personnels féminins qui se sont présentés. Être femme et faire partie de la hiérarchie, ça fait bon ménage. C'est une question d'organisation. La femme émancipée, c'est la femme qui s'engage autant que les hommes, à accomplir toute mission qu'on lui présente. Mes vœux ardents, c'est un avenir meilleur pour le Mali, un Mali calme, un Mali où il n'y a pas de troubles, où les mouvements armés seraient remis à des meilleurs sentiments, ou au pire des cas, où ils seraient anéantis par l'armée pour que le pays soit pacifié et unifié. Les défis du nouveau patron sont d'autant plus énormes que sa promotion intervient au moment où de sérieux doutes planent sur les rapports entre le peuple et son armée. L'armée doit être réconciliée avec son peuple. Et l'armée est là au service du peuple. Nous sommes une armée républicaine. Nous sommes là pour la quiétude de la population. Nous sommes là pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire. Nous sommes là pour la sauvegarde et la sécurité des institutions de l'État. Donc en un mot, nous sommes là pour le peuple malien. Nous sommes issus du peuple et nous sommes pour le peuple malien. Le credo de Madame le directeur donc, savoir et être sûr, comme Napoléon, que le silence produit souvent le même effet que la science. Et comme Massama Diabaté, que le chef n'est pas obligé de dire tout ce qu'il fait, mais est tenu de faire tout ce qu'il dit. Voilà, bonne fête à toutes les femmes et une pensée profonde à celles vivant dans les régions sous occupation ou en conflit. Actualité sportive, football, les 11 créateurs de Niarila joueront la demi-finale de la Coupe du Mali, 52e édition, quart de finale. Ils ont battu au cours des prolongations 3-1 le Mamaïra AC de Kati au terme des 90 minutes. Les deux formations étaient à égalité, un but partout. Le point de la rencontre avec Aldu Matina. Seront également au Caridas, c'est bien évidemment les pensionnaires de Niarila.
Et pourtant, il a fallu très peu pour que le rêve des jaunes et noirs du Momaïra soit réalisé. À 7 minutes du terme, soit à la 83e minute, le Momaïra de Kati, évoluant néanmoins en deuxième division, parvient à faire le plus difficile. Ibrahima Koulibaly trouve le pied heureux. Contre toute attente, les Catois s'acheminaient vers la victoire finale. Mais c'était sans compter avec le sursaut d'orgueil des 11 créateurs qui vont arracher l'égalisation à la 89e minute par Mahmoud Bessissi. À un but partout, il faut recourir aux prolongations. C'est finalement lors de cette série de 2 fois 15 minutes que les créateurs arrivent à se sortir du rouleau compresseur catois. À la 112e minute, Moussa Sissoko pousse sa toute première balle, trouve le fond des filets. Le Momaïra, certes déterminé, verra ses dernières illusions s'envoler à la 120e minute. Abdul Karim Sanou corse l'addition pour les 11 créateurs. Ça n'a pas été facile, on ne s'entendait pas à la facilité, on savait que c'était un match de coupe et on savait aussi que ça allait être compliqué parce que c'est déjà une équipe qui joue en 2-2 et en catégorie inférieure, donc il venait quand même, il y avait la motivation de jouer à ce niveau. Je pense que ça n'allait pas être facile. Est-ce que vous avez un choix? Non, je pense qu'à ce niveau, quand tu arrives en demi-finale, je pense que tu n'as pas, tu prends des adversaires comme ça vient. Ouais. Mes joueurs ont relâché. Quand ils ont marqué le but, pour eux, c'est fini. Alors que c'est ce que je dis, tant qu'on n'a pas soufflé le soufflet final, il faut rester concentré. Ils ont été déconcentrés et puis on a pris un but bête. Effectivement, on a raté un grand coup. Et nous aurons sorti tout, ça serait difficile. Ainsi sont qualifiés pour les demi-finales le Djoliba Athletic Club, le Club Olympique de Bamako, l'US Bougouni et les 11 créateurs de Nyarela. Deux nouvelles parutions dans vos kiosques. La première, Koi Kumboro. C'est un bimestriel d'information culturelle et scientifique. Koi Kumboro est en vente au prix de 300 francs dans les kiosques. L'autre, c'est le Regard. C'est l'autre parution, donc. C'est un mensuel d'information générale sur le cercle de Kita. Kita qui a donc désormais son journal, Le Regard, est vendu à 250 francs CFA. Nous passons à la page magazine santé de cette édition. Le jeûne est pratiqué essentiellement pour des raisons religieuses, mais il peut être également conseillé pour d'autres raisons. Ne rien boire ni manger du lever au coucher du soleil peut être cependant contre-indiqué pour certains. Par ailleurs, les épisodes de ravitaillement en aliments doivent tenir compte de la valeur nutritive des aliments et des exigences du fonctionnement de l'organisme humain. Tout compte fait, la pratique est globalement bénéfique, nous disent les spécialistes. Focus Santé, c'est une réalisation de Tchessira Dambélé. Le jeûne est l'abstention volontaire de prise de nourriture pour des raisons spirituelles, politiques, médicales ou d'hygiène personnelle. Ne pas manger ni boire du lever au coucher du soleil est l'élément du carême qui a des retombées directes sur la santé de l'individu. Dans l'ensemble, pour une personne qui se porte bien, le jeûne prolongé a des effets bénéfiques sur l'organisme qui passe à un régime de rigueur, le poussant à aller puiser l'énergie dans ses réserves. D'autant plus que pendant cette période, vous ne mangez pas, donc il n'y a pas d'apport alimentaire qui va constituer cette énergie dont vous avez besoin, donc l'organisme va puiser sur ses réserves. Les réserves, c'est la graisse que vous avez stockée. Cette graisse, elle est consumée, et ça, c'est le foie qui fait ce travail-là. Donc en ce moment, ça vous fait du bien parce que ça vous dégraisse et ça vous permet vraiment de bien rétablir la circulation sanguine. En réalité, le jeûne prolongé, vraiment, si vous n'avez pas de pathologie, c'est toujours bien pour l'organisme parce que ça lui permet. Ça permet de rétablir, ça permet de mieux filtrer vraiment le rein. Cette pratique est vivement conseillée pour ceux qui ont le diabète gras, autrement dit ceux qui ont cette maladie parce qu'ils ont pris trop de poids. Ce diabète-là est parfaitement compatible avec le jeûne parce que ça vous permettra de perdre un peu de poids et en perdant du poids, vous allez pouvoir équilibrer votre diabète. D'ailleurs, le régime chez le diabétique gros, c'est le premier traitement.
Ensuite viennent en appoint les antidiabétiques oraux et éventuellement l'insuline si d'aventure il y a une carence en insuline chez ces personnes-là. Mais le jeûne peut avoir des conséquences sur la santé. Lorsque vous coupez le jeûne, pendant toute cette période-là, il faut vous hydrater. C'est important. Au cours de la journée, souvent, ils ont des malaises, ils ont des céphalées, des maux de tête importants. Ça, c'est souvent lié à la déshydratation. Si vous ne vous hydratez pas suffisamment, ça peut entraîner des maux de tête, des céphalées. Donc là, il faut conseiller à ces gens vraiment de s'hydrater. Et de plus, ça peut jouer aussi sur la fonction rénale. Parce que vraiment, si vous ne vous hydratez pas bien, ça dépend de la nature de l'eau que vous consommez. Si elle est riche en calcaire, etc., les dépôts peuvent se faire et vous pouvez développer des calculs rénaux. Si je prends par exemple des gens qui souffrent de la constipation, l'hydratation des selles ne peut se passer qu'en buvant des boissons et des boissons en quantité suffisante. Or, pendant le mois de carême, vous êtes soumis à l'abstinence de la boisson. Donc ceci peut aggraver la constipation. Certaines maladies et d'autres à des stades graves font que ne pas manger ni boire du lever au coucher du soleil est contre-indiqué. Pour ceux qui concernent certaines maladies hépatiques, le jeûne peut être contre-indiqué parce que pendant le jeûne, vous brûlez vos propres protéines à vous. Et en cas de maladie du foie, par exemple, le jeûne prolongé peut être contre-indiqué parce que ça peut vous mettre dans un état comateux quand le jeûne se prolonge. Si vous avez, par exemple, un problème de cœur et que vous avez besoin de prendre des médicaments 3 fois par jour pendant votre période de crise, le jeûne est formellement contre-indiqué parce qu'il va falloir prendre ces médicaments-là 3 fois par jour et ceci est incompatible avec le jeûne. Du point de vue maladie ulcéreuse, par exemple, le jeûne peut aggraver ou même révéler un ulcère qui était méconnu au départ. Pour ce qui est du reflux gastro-œsophagien, il est non seulement source de gêne pour le jeûneur, mais aussi peut faire perdre le bénéfice du jeûne selon les oulémas. Pour y faire face, il est plutôt conseillé de préparer en amont son carême. Nous, à notre niveau, nous avons des médicaments anti-reflux qui peuvent augmenter le tonus du sphincter œsophagien de l'inférieur et éviter que le phénomène de reflux ne se produise, ou même donner un pansement intestinal qui va venir couvrir les aliments, les épaissir et les rendre moins fluides et diminuer ainsi le reflux gastro-œsophagien. Au bout de 12 à 13 heures de jeûne répété pendant plusieurs jours, le tube digestif tombe dans une habitude de repos et à la rupture du jeûne, il est surtout conseillé de se comporter raisonnablement avec la nourriture. Il ne faut pas venir bourrer directement cet estomac. Ce qui est conseillé à la rupture du jeûne, une alimentation liquide, ça peut être de la bouillie sucrée, c'est clair. Pour les autres, ils prennent du thé sucré. En ce moment, donc, c'est un sucre rapide. Donc, très rapidement, ce sucre, en quelques temps seulement, il va être transformé en glucose, donc assimilé par l'organisme. Donc, c'est ça qui est conseillé. Maintenant, ne pas boire abondamment du coup. Parce que j'ai dit, l'estomac qui est resté à jeun pendant plus de 12 heures, il ne faut pas venir boire 2 litres d'eau d'un coup, et surtout pas de l'eau fraîche. Même si vous voulez prendre de l'eau fraîche, c'est bien après. Il faut réveiller l'estomac qui a sommeillé pendant ces 12 heures. Selon les spécialistes, la consommation d'eau doit impérativement passer d'1,5 litre par jour en temps ordinaire à 2,5 litres, voire 3 litres pendant le jeûne prolongé. Au finish, du point de vue médical, c'est un organisme purifié, allégé qui sort de ce jeûne prolongé que l'on reprend chaque année et qui est réservé à ceux qui peuvent tenir réellement.
Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, vous seront présentés par Sira Bachili. D'ici là, nous renouvelons nos pensées à nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. On ne vous oublie pas. Excellente soirée à tous.